Bonjour, je m'appelle Anouban Kate, je suis le cofondateur des Forums français que vous connaissez déjà, je pense, maintenant. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe et l'idée, c'est de promouvoir les liens entre les Français et les Indiens. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir parce que j'ai des Indiens, j'ai des Français, j'ai des Franco-Indiens et on va parler des langues. C'est aussi une raison pourquoi je souhaite avoir cet entretien, cet échange. C'est qu'apprendre une langue, c'est vraiment une expérience inédite. Et il y a des Français ici qui ont fait un geste pour apprendre des langues indiennes. Et inversement, il y a aussi des Indiens qui ont fait le geste d'apprendre le français. Comme chaque expérience est unique, moi, j'aimerais bien discuter avec mes invités aujourd'hui. Comment c'était cette expérience? D'ailleurs, le nom de cet entretien, échange, j'ai mis comme le français, l'anglais et les franco-indiens. Euh, et depuis maintenant 19 ans que j'apprends le français et j'ai des remarques parce que c'est quelque chose qui continue et surtout le lien que je fais avec l'anglais. Et j'aimerais bien en discuter avec mes invités. Donc, mes invités, Clémentine Berchi-Mandel, qui est la directrice pédagogique à Alliance française du Bengale à Kolkata. Entre autres, elle s'intéresse aux langues indiennes. Elle a appris le hindi, bengali. Elle travaille un petit peu aussi pour le sous-titrage des films indiens avec les sous-titrages en français. Et je laissais la parole à Clémentine, j'ai oublié quelque chose, ou si elle a envie d'ajouter, elle me dit non, donc ok. Je vais maintenant m'orienter vers François Offray. Et François Offray a appris également le punjabi, le hindi, le ourdou. Actuellement, il donne des cours de hindi et aussi punjabi, je pense. Non? Ok, à Inalco? Non. Ok, bah, je te laisserai aussi la parole. Mais ce qui est très fascinant et intéressant chez François, c'est qu'il a habité un petit peu en Inde, surtout dans la région de Cachemire. Et il a aussi vécu au Pakistan. Et sans vouloir être indiscret, il s'est marié pakistanaise, il a des enfants qui vivent et la famille vit maintenant à Paris. Donc c'est très fascinant. François, est-ce que tu as des mots à ajouter pour compléter cette introduction? Non, non, ça me paraît assez suffisant pour l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est bien, merci. Très bien. Merci. Et mon dernier invité, c'est Shailendra Mudgal, que vous connaissez déjà, parce que dans ma série Art de vivre à la franco-indienne, j'ai déjà passé plus d'une heure avec une discussion très intéressante avec Shailendra. Donc, Shailendra est ingénieur environnemental. Il est en France depuis plus de 20 ans maintenant. Il a bien sûr appris le français, mais il enseigne également le hindi à Inalco. Il a aussi travaillé, il a publié Assimili de hindi pour les Français. Shailendra, tu as des mots à ajouter? Oui, juste pour dire que maintenant, la simile, il vient d'être adapté pour les Italiens. Donc, il existe maintenant la méthode assimile pour les Italiens. Donc, Très bien. ils ont gardé la même méthode, ils ont traduit la partie grammaire française pour la grammaire italienne. OK, super. Euh, OK, bah, commençons. Cette discussion, je vous annonce elle est très informelle, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des commentaires. Euh, donc, je vais peut-être commencer par vous raconter un petit peu globalement comment c'était pour moi cette expérience d'apprendre le français. Et j'aimerais bien ensuite aussi entendre, écouter vos expériences par rapport aux apprentissages des langues. Donc moi, bah, je viens de la région de Maharashtra. Marathi, c'est ma langue maternelle. Mais j'ai pu travailler quelques années à Bangalore
Et en 2005, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise française. Donc, il y avait des Français qui venaient, qui parlaient en français. Je ne comprenais rien, mais j'étais intrigué, j'étais curieux. Alors, j'ai commencé les cours de français à Bangalore. Mais c'était un peu particulier parce qu'à l'époque, je travaillais de mon travail. Il s'agissait qu'il avait des shifts. Je ne sais pas comment on dit les shifts en français, mais euh, Clémentine m'a dit non, elle ne sait pas le mot non plus, elle ne connaît pas le mot. Du coup, en gros, tous les 15 jours, le travail qui changeait, les horaires, c'était entre 16 heures et 1 heure du mat ou de 8 heures à 16 heures. Du coup, c'était pas évident pour suivre les cours de français Alliance française parce que tous les 15 jours, je devais changer la classe, la maîtresse, voilà. Et aussi, ben, j'habitais un petit peu loin, je n'avais pas vraiment des moyens, donc il n'avait pas beaucoup de temps disponible pour vraiment aller loin dans cet apprentissage de la langue française. Mais ce que je retiens, c'est que j'avais beaucoup aimé cette expérience. C'était vraiment très différent de mon expérience d'apprendre l'anglais. Même si on parle beaucoup en Inde, c'est quand même les Indiens qui nous enseignent. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes prononciations, c'est pas le même, comment on peut dire, la démarche. Euh, et puis, non, la méthode était vraiment très, très bonne. C'était informel. On nous encourageait dès la première classe de parler uniquement en français. Il y avait des pièces de théâtre, il y avait des films, il y avait une médiathèque qui était très riche. Il y avait beaucoup de concerts, il y avait des événements culturels. Donc, c'était vraiment une expérience très riche. Et donc, j'admire que voilà, ces cours qui sont mis en difficulté par l'Alliance française. Clémentine nous dira plus tard ça également. Mais je retiens que c'est vraiment en France. Ensuite, quand je suis venu à Lille pour faire 2 années d'études, un master en télécommunications, et le français, c'était ma langue pour suivre ces études. Donc, c'est vraiment sur place, avec les Français, avec les Africains, avec les Chinois, des étrangers, que j'ai pu améliorer le français. Et pour moi, c'était encore une fois quelque chose de plus vivant, organique, comme on dit, parce que là, j'étais avec les gens pour qui c'était la langue maternelle. Une dernière chose, et après je vous invite, c'est que cela dit, il avait un bémol, c'est que je me souviens, il avait ma professeure de français, je ne la citerai pas, hein, mais Alliance française de Bangalore, qui disait à nous bande, à nous, est-ce que tu as appris, est-ce que tu as compris, pardon, cette règle de grammaire ou je ne sais pas quoi. Si tu as compris, cela veut dire tout le monde dans la classe a compris. Donc voilà, c'était pas très encourageant, encourageant. Je viens contre elle, hein, parce que je sais que c'est pas une exception. Elle n'est pas une exception. Malheureusement, en Inde, on n'encourage pas assez les étudiants, pas que pour les langues d'ailleurs. Mais bon, je pense que ça peut être mieux. Et je n'avais rien à prouver. Je pense que je suis content de cette expérience, de cette compétence que j'ai acquise. Euh, et voilà. À vous maintenant, qui veut commencer pour parler de son expérience d'apprentissage de la langue française ou indienne? Si vous n'avez pas de bénévole, je vais vous demander. Vas-y, vas-y. Désigne Ok, bah c'est quelqu'un. François. C'est Pour François. moi, bah, on ne fait pas honneur aux dames, donc la galanterie française, bon, peu importe, je vais commencer. Ah, d'abord, moi, je voulais dire une chose parce que t'as proposé ce sujet, etc. J'ai vu le premier sujet que tu as mis en ligne, c'était ça, c'était parler de votre expérience d'apprentissage de la langue. Bon, pour moi, donc, je suis français, donc voilà, de langue maternelle, de culture, et j'ai appris les langues indiennes. Alors pour moi, c'était une passion, si tu veux. J'étais passionné par l'Inde à l'époque, dans ma jeunesse. C'était après quelques, euh, on va dire comment est-ce qu'on appelle un changement de direction dans la vie en général. J'étais jeune, j'avais 24, 25 ans, et je me suis mis aux langues indiennes dans l'espoir, dans l'objectif de partir, d'aller vivre en Inde. En fait, c'était vraiment mon but. Bon, après, je suis plutôt dirigé vers le Pakistan. C'est un peu les aléas
Mais pour moi, c'est pas tellement différent, hein, ça, c'est... D'ailleurs, merci d'avoir invité une personne dont l'expérience est plutôt liée au Pakistan. Je suis content de voir que cette idée de franco-indien, c'est indien dans le sens précolonial peut-être. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on a appris une langue, et je peux dire que j'ai appris le hindi, je le parle assez couramment, ou l'ourdou, on oublie aussi qu'on l'a apprise. On oublie qu'on ne la savait pas. Donc, toute une partie de cette mémoire disparaît de l'apprentissage. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants, notamment. Mais moi, si tu veux, j'étais un passionné, je me suis mis à apprendre plusieurs langues à la fois. D'accord, donc j'ai commencé par le hindi, c'était ma langue principale. J'ai fait aussi un peu de bengali, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir poussé aussi loin que des personnes comme Clémentine, notamment. C'est vraiment un de mes regrets, le bengali, parce que c'est une très belle langue. Bengali, j'ai fait un peu de tamoul aussi, j'ai fait une année de tamoul. Voilà. Et si tu veux, pour moi, j'ai trouvé ces langues plaisantes à apprendre. La prononciation n'était pas évidente pour un francophone, hein. Il y a quand même des choses, il faut rouler les R. J'avais des collègues, enfin des étudiants qui ne savaient pas rouler les R. Il fallait prononcer les rétroflexes, les te, etc. Il fallait parler vite aussi. Beaucoup d'Indiens parlent très vite. Il y a une chose qui frappe les francophones de prime abord, c'est que peut-être qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on parle vite le français. Mais je pense que les Indiens, en général, toutes les langues indiennes sont parlées assez vite. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses. Mais moi, c'est pas la grammaire qui a posé problème, hein. Si on prend le hindi, c'est peut-être une des langues indiennes qui a la grammaire la plus simple, hindi ou ourdou. Et ce qui m'a posé problème, je dirais, c'est justement j'ai l'impression qu'il y a quand même une expression qui est indirecte, c'est cette expression indirecte qu'on prête aux langues indiennes. Et souvent, on peut avoir une conversation en utilisant très peu de mots référant directement à la personne, en utilisant des pronoms déictiques, vo, yé, etc. Et ça, pour un francophone, je trouve que c'était difficile à saisir parfois les conversations, les allusions, etc. C'est vraiment une langue qui est grammaticalement, je dirais, facile à apprendre, mais à comprendre, à apprécier et à savoir, ça prend beaucoup d'années sur le terrain. Moi, j'ai vraiment réellement appris cette langue, je dirais que quand je suis allé en Inde et j'ai passé de longs séjours en Inde. Et je pense qu'il faut vraiment passer un certain temps. Mais je pense que pour le français, pour toi aussi, c'était pareil. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et j'étais passionné, hein. J'ai vraiment durement lu, j'ai beaucoup, mais ça n'a vraiment marché que quand j'ai passé de longues périodes de ma vie en Inde, puis après au Pakistan. Bah, je sais pas, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais pas prendre tout le temps non plus, hein. Très bien. Je vais juste te demander, François, de régler ton écran parce que ta tête est un peu coupée. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les Indiens sont imbattables quand il s'agit de parler vite, y compris moi. Donc, je vais faire un effort pour me ralentir. Non, tu parles bien français, ça va. Merci. Et une autre chose, je trouvais que je pense que les Français sont globalement plus gentils envers les étrangers quand il s'agit de les accompagner, inviter dans leur apprentissage du français que réciproquement les Indiens. Il va falloir que je pense qu'on soit plus gentil peut-être et qu'on fait des efforts pour ralentir. Euh, le cas de François, c'est vraiment très particulier et je t'admire dans le sens que tout de suite, quand les Indiens écoutent, entendent le mot Pakistan, bah, ça fait flipper. Et moi, Hélas. c'était une des raisons, oui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est une des raisons pourquoi je tenais vraiment à t'inviter, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux cultures, entre ces deux peuples. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'occasions de se connaître. Donc, grâce à toi, aujourd'hui, on a un goût de Pakistan, d'Urdu, de cette culture. Merci. Je, Maintenant, OK, je, on je, va peut-être... je tenais Pardon? juste par rapport à ça à ajouter une chose. Pour moi, qui ai appris, si tu veux, les deux langues qui sont une seule et même langue et qui appartiennent aux deux pays, donc à hindi et ourdou, je dis souvent aux gens que les deux langues, en fait, sont incomplètes l'une sans l'autre. Et ça, c'est une chose que je crois profondément et que je vis aussi. Et voilà, c'est un peu l'objet de ma démarche, si tu veux, par rapport Tout personnel. à fait. Même si Voilà. je pense qu'on veut reconnaître ou pas, nous sommes très étroitement liés. Oui, Et ça ne peut pas changer. D'ailleurs, j'admire beaucoup les monks de Pakistan qui sont en ce moment en Gare du Nord. Et cette possibilité, on n'a pas en Inde. Donc, il y a des avantages d'être en France. Et ça peut étrangement nous approcher de la culture voilà. pakistanaise et de les croiser.
Clémentine, vraiment maintenant, je pense on a oublié de t'inviter en premier, donc Non, comment... non, mais pas de souci. J'aimerais rebondir sur la question du hindi et du ourdou parce que, avec une anecdote, quand je suis allée pour la première fois à Lucknow, à visiter tous ces monuments, Chota Imambara, Bada Imambara, moi, j'ai fait du hindi à l'INALCO. J'étais inscrite dans le département de hindi. J'ai appris la graphie hindi. Je considérais parler hindi, mais à Lucknow, les gens me disaient, ah, vous parlez ourdou. Et je leur disais très volontiers, oui, absolument, quoi. Voilà, pour dire que c'est... En effet, tant qu'on passe pas par la graphie, c'est difficile de donner un label à la langue qu'on parle. Et d'ailleurs, j'ai pris des cours de hindi quand j'étais en quatrième année de licence, où j'ai fait ma licence à distance, et j'ai pris des cours avec une professeure, une enseignante de hindi dans une école parce que je devais travailler l'épreuve de version du français vers le hindi. Et c'était un casse-tête parce qu'elle me corrigeait chaque mot. J'allais écrire intezar et elle allait me dire, c'est pas du hindi. Et j'ai essayé de lui expliquer, oui, non, mais vous savez, nous, nos profs à l'INALCO, ils vont l'accepter, mais elle ne voulait pas que j'utilise ces mots-là. Du coup, bon, j'ai arrêté au bout de quelques sessions parce que je trouvais ça un peu improductif parce qu'elle me corrigeait des choses qui m'apportaient pas énormément. Mais oui, voilà, pour dire que c'est toujours très, très relatif, cette question-là, quoi. Une Voilà. autre chose, oui, Clémentine, merci. C'est vrai, parfois, je me souviens, mon ami français qui avait commencé à apprendre le hindi dans l'avion quand il venait de Paris à Mumbai. Il avait, je ne sais pas quel livre il avait pas utilisé. En arrivant, il disait que मैं 25 साल का नौजवान हूँ. Et nonchalant, donc ce mot, j'étais vraiment très, très surpris par ce mot venant d'un Français, parce que statistiquement, même s'il n'y a pas assez d'Indiens qui apprennent le français, je pense que c'est les Français qui apprennent le hindi ou des autres langues indiennes sont encore moins. Et j'étais très impressionné par la maîtrise du hindi par Clémentine. J'arrête pas de dire cette anecdote, donc elle va peut-être me dire arrête maintenant. Mais une dernière fois, c'est que j'avais entendu quand elle parlait avec la femme qui venait l'aider pour la cuisine. Elle parlait avec un hindi qui m'avait vraiment très impressionné. Donc bravo Clémentine. Tu nous parleras peut-être plus tard aussi comment c'était l'expérience d'apprendre le bengali. Euh, Alors, je tiens à rectifier que je n'ai jamais réussi vraiment à apprendre le bengali. Et ok, je pourrais faire quelques hypothèses là-dessus plus tard, mais mon d'accord, bengali est assez catastrophique. pas de souci. Ok, maintenant c'est Shailendra qui va nous parler de son expérience. Ok, peut-être que je peux commencer aussi avec l'ourdou parce que je trouve que c'est un peu dommage euh, ce processus de, je dirais, entre guillemets, purification des langues qui se passe les deux côtés. Côté Pakistan, ils essayent d'enlever certains mots qui sont trop sanskritisés, et puis côté indien, tous les mots d'arabo-persan. Parce que moi, j'ai grandi vraiment tout près de la frontière et à l'époque, on n'avait pas le télé indien, on avait que le télé pakistanais qu'on captait. Donc, moi, j'ai appris l'ourdou avec le télé pakistanais. J'ai grandi avec je dirais, mes références culturelles étaient beaucoup liées au Pakistan. Et d'ailleurs, à Paris, l'ami le plus proche à moi, c'est un ami qui vient de Lahore, en fait. On se connaît maintenant depuis 20 ans. Et on a plus de choses à partager que certains Indiens à Paris, par exemple. Mais oui, je trouve que les deux langues se complètent tellement bien et c'est politiquement, c'est une question, je trouve très triste, tout ce qui se passe au niveau de langue. En parlant de français, je crois que j'étais un peu le cas rare que je suis atterri en France sans parler français parce que après, je suis venu pour travailler sur un projet européen. Ils m'ont dit oui, oui, pas besoin, tout est en anglais. Et quand je suis arrivé, j'étais dans un institut de 500 personnes. J'étais la seule qui parlait pas français, tu vois. Mais l'avantage que j'avais, je connaissais personne qui parlait anglais. Du coup,
très vite, j'ai dû me mettre. Et au début, les gens disaient, ah, tu es courageux, tu es arrivé dans un pays sans parler la langue. Et je dis non, j'ai l'habitude. En Inde, j'ai bougé tellement d'États. À chaque fois, j'arrivais à un endroit, je apprenais la langue et je faisais des amis. C'était un processus assez classique. Et on m'a dit on va t'inscrire à l'Alliance française cours de soir pour que tu travailles dans la journée. Et c'était très drôle. Le premier jour, j'arrive, j'étais un peu en retard. Et j'arrive dans la classe et tout le monde est en train de parler français. Et je pensais que je me suis trompé le niveau. Et, et en fait, les gens ils étaient en train de juste répéter ce que la prof disait. Parce que la prof, elle disait, je n'avais rien écrit sur le tableau parce que dès que j'avais écrit, vous allez prononcer à l'anglaise. Parce que l'anglais est tellement dans votre tête. Et pendant plusieurs semaines, elle n'a pas voulu écrire. Elle a dit répéter comme dans l'école maternelle, on répétait après elle. Et je trouvais que la méthode était vraiment excellente parce que ça me permis de détacher complètement d'anglais. Et bon, j'écrivais tout phonétiquement au Devanagari parce que c'était plus facile, sinon je n'arrivais pas à prononcer français comme il faut. Mais la chose que les gens ils trouvaient drôle, c'est que, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas peur de faire des fautes, ce qui est, je trouvais un vrai problème avec les Français quand je leur enseignais les langues. Ils n'aiment pas faire des fautes, ils veulent parler langue parfaitement. Et moi, j'ai toujours eu cette vision, si on veut apprendre une langue, il faut commencer par quelque part. Après, j'ai commencé avec présent simple, futur proche, et puis voilà. Euh, Petit à petit, on apprend les autres temps, mais j'ai commencé à parler, et puis les gens, ils me corrigeaient. J'ai dit, oui, oui, n'hésitez pas à me corriger. Et les gens disaient, ton niveau de grammaire n'est pas top. Par contre, tu utilises les mots très soutenus. Comment c'est possible? Parce que j'ai adapté les mots d'anglais, j'ai prononcé à la française et ça passait en fait. Comme j'avais beaucoup de vocabulaire d'anglais, parfois les gens trouvaient que c'était impressionnant qu'elle dit que tu utilises des mots qui n'existaient pas. Beaucoup de Français, ils ne savent pas ces mots-là et tout, ils les utilisent. Donc c'était une expérience, pour moi, c'était vraiment quelque chose. Et puis je connaissais rien sur la France, ni la culture française, ni l'histoire de France. Donc c'était vraiment à découvert. À la fois, je dirais, très passionnant, arriver dans un pays où tu connais rien du tout, ni la langue, ni la culture. Et puis aussi, je trouvais que Paris, c'était vraiment un carrefour des artistes du monde entier, le cinéma, le théâtre, musique. Donc, j'ai découvert plein de choses, pas que sur la France, mais aussi sur le monde entier. Merci Chéline. C'est vrai que globalement, l'apprentissage de l'anglais nous aide quand on veut apprendre le français. Mais attention, il y a aussi les faux amis. Et d'ailleurs, on va en discuter. Donc, avec cette introduction, je pense qu'on est prêt. Je vous rappelle que je suis avec François, Shailendra et Clémentine. Nous parlons des langues, le français, l'anglais et les franco-indiens. Je vous invite également à s'abonner à notre chaîne YouTube et aller voir notre site web pour pouvoir visionner cette vidéo et d'autres événements, conférences et discussions. Ce que je propose maintenant à vous, c'est qu'avec mon expérience d'apprentissage du français de ces dernières années, j'ai préparé quelques thèmes voilà, pour la discussion. Est-ce que vous arrivez à regarder mon écran? C'est visible? On le voit. Très bien. Donc là, j'ai noté quelques mots avec la thème la beauté de la langue française, surtout si on compare avec l'anglais. Mais bon, peut-être que vous allez me dire que ça, c'est vraiment une spécificité latente, ce qui est peut-être vrai. Mais rapidement, visitez quelques mots et après ou même pendant, je vous invite à commenter. Donc, le mot la rosée en français, en anglais, c'est dew. Et pour moi, la rosée, c'est vraiment quelque chose de joli pour expliquer ce phénomène. Deuxième mot, c'est sweets en anglais, mais en français, ça devient sucrerie. Jusqu'à là, ça va. Mais les douceurs, vous voyez, ça vient d'ailleurs. C'est doux. En anglais, on dit to sleep under an open sky, mais en français, ça devient poétique. C'est on a dormi à la belle étoile. On a des soap opéras en anglais et on dit en français feuilleton à l'eau de rose. Mm. On a seafood qui est très fonctionnel, direct, mais là, en français, c'est fruits de mer ou frutti di mare en italien.
Il y a Speedbreaker, encore une fois, très fonctionnel. En français, on a dos d'âne, gendarme couché, dossa, d'autres. Il y a pothole en anglais. Il y a nid de poule. Là, je trouve, c'est un peu prétentieux en français de dire beauty parlor en anglais, institut de beauté. Il y a une institution de tout en France. Voilà. Après, il y a maid, on dit femme de ménage, mais aussi technicienne de surface. Donc voilà. Il y a think tank. En français, ça devient laboratoire d'idées. Euh, Après, une fois, j'étais dans les Alpes et on a fait du ski et puis on a voulu manger dans un restaurant. Il avait une tarte aux fruits secs et caramel, mais à l'extérieur, c'était écrit tarte écureuil. Donc là, voilà, il y a ce côté amusant également qui est osé en français, essayer. Ensuite, il y a le mot bras en anglais, mais en français, c'est soutien-gorge. Parce que j'ai appris que dans l'ancien français, gorge avant, c'était la poitrine, donc quelque chose pour soutenir la poitrine. Donc là, c'est fonctionnel ici, ce côté français, on peut dire. Et dernièrement, c'est window shopping. Et là, en français, peut-être c'est pas très, très tentant, mais c'est l'écheveterie. Voilà, avec cette première introduction de la thème de la beauté de la langue française, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? Mais il y a même des mots en anglais que, après avoir appris le français, j'ai compris certainement pourquoi on l'appelait comme ça, en fait, parce que je ne savais pas, par exemple, le curfew, je ne savais pas pourquoi on l'appelle curfew, qu'est-ce que ça veut dire. Et le plus drôle, je trouve, c'est vinaigre, c'est vin aigre, Mais curfew, c'est quoi déjà? Tu peux nous expliquer. couvre-feu. Couvre-feu. Ah, ça vient de là. Donc, on comprend la sens, mais en anglais, on comprend pas curfew, qu'est-ce que ça veut dire curfew. Mais Ah quand on oui. voit la racine française, on comprend, oui, pourquoi c'est un mot qui s'appelle comme ça, tu vois. Donc, il y a plein de mots comme ça en anglais qu'on savait, on n'avait aucune idée pourquoi ce mot, que d'où vient, pourquoi il l'appelle comme ça. Et avec le français, on comprend la sens, il est transformé, mais on comprend pourquoi c'est appelé comme ça. Mm, mm. Euh, Quelqu'un C'est- d'autre? Ouais, non, je disais, c'est quelque chose qu'on met en avant dans enfin, que les alliances françaises mettent en avant dans leur promotion du français en Inde, une meilleure compréhension de l'anglais et de certains mots, voilà, de certaines racines étymologiques. Voilà. Oui. Moi, je me souviens avant de même apprendre le français, je préparais pour l'examen GRE, Graduate Record Examination, pour aller aux États-Unis, pour faire un master. Finalement, je suis content que je ne suis pas y allé là-bas, que j'ai choisi la France, ou que la France m'a choisi. Mais pour apprendre, pour préparer pour cet examen, il y a un niveau d'anglais qui est vraiment très exigeant. Et pour cela, j'avais pris le livre très connu, Word Power Made Easy. Et là, c'est vraiment avec étymologie, l'histoire qu'on nous explique, on nous invite à apprendre les mots. Et on peut deviner. Et ça, je pense que ça m'avait beaucoup aidé ensuite pour le français. Voilà. Si vous n'avez pas plus de commentaires, je vais avancer. Oui, après, il y a quelques expressions françaises et j'ai trouvé aussi la similitude avec les expressions en marathi, dans ma langue maternelle. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous avez d'autres exemples. Donc, la première exemple, c'est de ne pas aller au dos de la cuillère, c'est-à-dire ne pas être timide, il faut vraiment assumer, insister. Et en marathi, c'est takala jaun bhande lapone. Cela veut dire, en Inde, ça arrive souvent qu'il y a du sucre qui manque, il y a du sel qui manque, il y a eau qui manque, et on va chez le voisin pour lui en demander. Donc, l'expression dit que, OK, bah, si vous avez besoin de quelque chose et que vous y allez avec votre pot, bah, ne cachez pas le pot devant votre voisin. Allez-y, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé similitude, euh, cette similitude. Deuxième, c'est donner les perles au pourceau ou donner la confiture au cochon. Et en marathi, on dit Garohala guachi kaitsav. Cela veut dire le cochon, il n'a pas le goût de gourde ou le sucre de canne complet.
Donc, c'est un gâchis. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû enlever mes 4 dents de sagesse d'un seul coup. Et j'ai voulu tenter cette expression, tu mens comme un arracheur de dents. C'était très rigolo. Je trouve ça rigolo également, cette expression, j'ai un chat dans la gorge. Et dernière chose, c'est que voilà, un ami un jour m'avait dit que voilà, on peut garder des secrets à nous, on n'a pas besoin de les partager même avec notre partenaire et que chacun peut avoir son petit jardin de secrets. Donc voilà, il y a des côtés culturels aussi que j'ai beaucoup aimé et apprécié. Voilà, est-ce que vous avez quelques expériences à partager ou commenter dans Bah, l'autre sens peut-être? Oui. Bah, écoute, j'ai regardé les expressions, j'avais vu que c'était un des sujets. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Je connais quand même un certain nombre d'expressions idiomatiques en hindi ou en ourdou, et il y en a très peu qui se recoupent, mais qui sont pas très loin. Par exemple, en hindi, je ne sais pas ce que Shailander pourrait me dire, mais jeter des perles au cochon ou au pourceau, en hindi, ça se dirait, je crois, Bhainson ke aage bin bajana ou un truc comme ça. Je vois pas d'autre équivalent. C'est-à-dire jouer de la flûte devant des buffles. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est pas tout à fait proche. Mais moi, je trouve que ce genre d'expression, justement, moi, je m'en suis servi dans mon apprentissage, plutôt dans mon enseignement, pardon, du hindi aux francophones pour montrer justement les différences de culture. Ça, je trouvais que c'était un point assez intéressant de montrer que justement, on prend une image dans une culture et on prend une autre image dans les deux. Et ça permet de mettre les deux cultures en perspective. Donc, même les rapprochements sont utiles pour l'apprentissage, mais le contraire aussi, je trouve, peut être très utile. Et ça peut être un point d'achoppement intéressant pour démarrer un apprentissage. on dit, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. Yes. Ah oui, c'est vrai. Ok. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vous propose d'avancer. Donc, justement, tout à l'heure, on parlait des faux amis entre l'anglais et le français. J'ai noté quelques exemples. Donc, voilà, eventually, ce qui est finally, in the end en anglais, mais en français, c'est possibly. Mm. Voilà, souvent, on a des problèmes avec ça. On a le mot popular en anglais, mais en français, il y a aussi le sens quartier populaire, donc quartier précaire, qui n'est pas le sens en Ouais. anglais. Voilà. Il y a ce mot qui peut sembler banal, important en anglais. En français, voilà, c'est le même sens, important, mais il a un autre sens, c'est aussi par rapport aux chiffres. Par exemple, on peut dire les températures en été sont vraiment importantes, sont plus élevées. Mais en anglais, ça passe Mm. pas comme ça, le mot important. Il y a ensuite le mot conservatives et additives. Voilà, c'est rigolo, c'est en français. Il y a le mot préservatif, ce qui est condoms en anglais. Et je pense que oui, en anglais, on a aussi preservatives pour dire additives. Ouais. Euh, il y a library et librairie en français, mais c'est pas la même chose. Parce que dans une librairie française, on peut acheter ou on achète des livres et library, c'est bibliothèque en anglais. Euh, le mot regards, ça c'est les regards en français, disons, mais c'est pas la même chose. Regards, c'est comment nos voix peut-être en français. Il y a le mot freedom fighters en anglais, mais en français on dit résistant. Mais resistance en English, non, c'est pas la même chose. Souvent, le mot hôtel et restaurant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Indiens se confondent entre ces deux mots. Et je me souviens, en 2006, quand je suis arrivé en France, j'ai dit à Françoise, une dame que je connaissais, française, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour améliorer mon français. Hier, j'ai mangé dans un hôtel ce plat. Elle a dit quoi? Tu as passé une nuit là-bas ou quoi? Non, mais j'ai mangé là-bas. Et là, j'ai compris qu'il y a une distinction entre hôtel et restaurant. Mais en marathi, en hindi, voilà, on ne fait pas cette distinction. Après, to invite.
Et inviter quelqu'un, s'inviter, ça n'a pas la même connotation. C'est qu'en français, c'est s'inviter quelqu'un, c'est que toi, tu payes pour cette personne. Mais non, en anglais, c'est juste invite. C'est sans cette connotation. Il y a le mot maintenance en anglais, mais en français, c'est la pension. C'est pas la même chose. Ça peut être pension alimentaire. En anglais, le mot ensuite, c'est accolade, which means to praise, award, approval. Mais en français, accolade, c'est action d'embrasser en mettant les bras autour du cou. Et dernier mot, les derniers mots, c'est car, c'est une voiture en anglais. Mais car, c'est en français, c'est dans laquelle on est forcément assis. Mais un bus, en français, ça peut être un endroit où on est assis ou on peut être debout. Voilà quelques mots, si ça vous inspire. Oui. Merci pour la distinction entre car et bus. Mes enfants m'avaient posé la question une fois et je suis là, bah, un car, c'est plus gros et puis ça va plus loin. Mais j'avais pas pensé à ce petit détail tout à fait important. Dans les cars, les passagers sont assis. C'est vrai. Et en anglais, on n'a pas cette distinction. Non, non, on n'a pas. Non, récemment, on a organisé un événement avant les élections européennes et on a mis les introductions de certains intervenants, puis certains qui se proclamaient d'être activistes et l'autre se disait qu'ils sont militants. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas la même mot? Je dis, c'est très simple, en fait, c'est les anglophones qui écrivent activistes parce que militant en anglais, c'est les terroristes, donc ils vont jamais Ouais. dire qu'ils sont militants. Et les Français, quand ils se présentent, même si tout était écrit en français, mais ils pourraient qu'ils ont utilisé les deux mots différents pour se présenter. Et je dis, c'est juste une question de faux amis que parfois les Mm, gens, mm. ils savent pas. Et je pense qu'il y a un mot que les Français ils se trompent beaucoup, c'est sensible. En fait, le sensible en Ouais, anglais et sensible en français, c'est vraiment, sensitive. ils voient pas la nuance entre, parce que sensible en français, c'est sensitive en anglais. Et parce que si en anglais tu dis quelqu'un que tu n'es pas sensible, c'est-à-dire que tu es fou, que tu es bête. Or, ça c'est un mot et un faux ami qui pose beaucoup de problèmes aux Français quand ils parlent en anglais. Alors, Ouais. ouais, Je, je rebondis aussi sur le mot freedom fighters parce que c'est un mot qui à traduire est tout simple, hein. C'est comme shift tout à l'heure quand tu as dit comment on dit shift en français. Ça fait partir des mots où on se tape la tête contre les murs quand il faut les traduire. Et Freedom Fighters, qui revient quand même souvent dans les films, par exemple, on n'a pas en français un terme qui soit satisfaisant, quoi, parce que résistant est beaucoup trop connecté pour convenir. Militant, quand on connaît bien le contexte indien, quand on se le dit comme ça à l'oral, c'est pas satisfaisant non plus. Et il y a vraiment, c'est là que des fois on voit que une langue s'est développée dans un contexte pour décrire une réalité particulière et que quand on doit traduire, ben ça coince quoi. Ouais, voilà. Je pense que François voulait dire quelque chose. oui, c'est par rapport à ces questions de mots anglais. Je réfléchissais un peu plus au fait que c'est vrai que je pense que moi aussi j'ai enseigné, donc je ne me suis pas présenté de ce point de vue-là. J'ai été quand même professeur à l'Alliance française de Lahore pendant un certain temps. Et après, j'ai enseigné dans une école américaine hein, à Lahore, une école internationale. Et donc, la plupart de mes étudiants, de mes élèves étaient, comment dire, c'était l'immense majorité étaient des Pakistanais. Hein. Donc, et c'est vrai que l'immense majorité d'entre eux, pas tous, avaient quand même appris l'anglais à l'école. C'est-à-dire que c'était leur langue d'instruction à l'école. Ils avaient fait un parcours English medium souvent. Et hormis ces mots, parce que là, on a pris souvent, je pense qu'on a pris des mots que l'anglais a empruntés par le passé au français, à part le Freedom Fighters ici. Mais la plupart des références, on va dire, euh,
pour apprendre une langue que nos étudiants avaient, ce n'étaient pas des références qui venaient de leur contexte indien, mais plutôt de leur apprentissage à l'école, j'ai envie de dire, et qu'ils se basaient beaucoup sur l'anglais, sur l'anglais. Et en fait, moi, j'ai une des difficultés entre l'anglais et le français, c'est plutôt, c'est vrai qu'il y a quelques faux amis de tous ces mots français qu'on trouve en anglais, même si on regarde de près, on verra qu'en fait, l'anglais est plus fidèle au français que le français lui-même. Par exemple, remain, c'est de l'ancien français, juste pour votre information, c'est remandre en ancien français. Et même la prononciation de certains mots anglais modernes est plus proche de celle de l'ancien français que le français moderne ne l'est. Enfin, passons. Et la grande difficulté que j'ai trouvée, c'est que les mots de la vie de tous les jours, le début de l'apprentissage du français se fait par des verbes simples, manger, boire, etc., ou vouloir, ou je ne sais pas. Et souvent, quand on arrive à un niveau intermédiaire, les champs sémantiques de ces mots sont complètement différents. Ça, c'est flagrant entre le français et l'anglais. On va prendre un verbe français qui va pouvoir être traduit en fonction du contexte par cinq six verbes différents en anglais. Et l'inverse, un verbe anglais va devoir être traduit par cinq six verbes différents en français selon les contextes. Donc ça ne se recoupe pas. Et ça, c'était une grande difficulté. Alors, je voulais juste rajouter qu'il y avait une erreur très commune dans les apprenants quand même indo-pakistanais du français, c'est qu'ils confondaient toujours, et ça, vu que je connaissais la langue, je comprenais, c'était le verbe trouver et chercher. Hmm. Voilà. Ça, Comme c'est- connaître et savoir aussi. oui, qui est déjà, je pense, une difficulté pour les anglophones, si je ne me trompe pas, hein, déjà ce problème. Mais là, le fait de chercher et de trouver, qui est le même mot, hein, dhundna en hindi, et je pense dans d'autres langues, hein, Hmm. ça a toujours été, ça m'a toujours fait sourire, mais c'était difficile à expliquer. Là, je voyais qu'il y avait quand même un enracinement dans leur propre langue et dans leur manière de penser qui était indo-pakistanaise, je trouve. C'était bien. Tout Mais à une fait. chose que j'ai jamais compris, en fait, c'est qu'en français, on a les deux verbes aller et venir, mais mes étudiants de hindi, ils se trompent toujours dans ana et jana. Ils l'utilisent dans le sens inverse assez souvent et j'ai jamais compris d'où venait Mais cette difficulté. c'est une question de point de vue. Je pense que le français est beaucoup moins systématique sur ces questions de mouvement, d'où vient la chose, où va la chose. D'accord. J'ai l'impression en hindi, quand on est là, on dira Anna pour quelqu'un qui Mhm. vient. En Mhm. français, peut-être qu'on sera moins systématique, je ne sais pas. Je n'ai pas D'accord. étudié la question, mais j'ai. Ouais. Je vous propose d'avancer parce qu'on va visiter ensuite euh, une des thèmes un des thèmes où on va parler en plus ce côté des difficultés. Parce que dans un des échanges que j'ai eu avec Shailen, il avait dit que parfois il trouvait que l'apprentissage du français était plus facile pour les Indiens qui venaient du milieu rural, qui n'avaient pas cette influence de l'anglais. Donc voilà, à discuter à nouveau, mais justement, voilà, le thème suivant, c'est les mots compliqués pour un Indien ou une Indienne qui veut apprendre le français. Donc moi, donc ça c'est mes observations pour moi. J'ai toujours des problèmes avec le dessus et dessus. C'est en dessous, c'est au-dessous ou c'est au-dessus. La prononciation est assez subtile. Et je pense que c'est pas, le français n'est pas fait pour que ça soit facile pour des étrangers. Euh, parce que là, c'est raccrocher, décrocher, je ne sais pas quelle action il s'agit. Je me confonds souvent avec le mot poivron et poivre, traître et traiteur, campagne et campagne, voilà, pardon, ma campagne et le campagne, countryside, political campaign as well. Puis il y a le mot Provence, la province, qui veut dire countryside ou hors Paris. Une province, c'est une région. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le pourcentage, mais après, il y a la voix, c'est to be awake. La voix, cela veut dire aussi hier. Et je vois, c'est subjonctif. Subjonctif. Éveiller is to waken up. Ensuite, il y a le mot peinture et pointure. Jour ouvré et jour ouvrable, je me confonds.
Et puis, il y aura les fameux decimal point et les virgules qui sont inversées en français et en anglais. Et pareil, le J et G. Voilà, chaque fois, je me confonds. Ce que j'avais beaucoup trouvé difficile, c'est la prononciation du mot, la lettre U, parce que c'est vraiment, il faut faire un effort. Et j'avais pas de bol parce que quand j'étais dans la résidence universitaire, j'habitais dans la chambre U102. Donc voilà, c'est chaque fois. Si vous avez des commentaires, je vous invite. Mais je crois que beaucoup de ces problèmes, ça vient de problèmes de prononciation parce que entre un et on, les Indiens, ils voient pas de différence. U et ou, ils voient pas de différence. Du coup, ils n'arrivent pas à distinguer entre vin et vent. Et du coup, je pense pas mal de problèmes sont liés aussi. Comme ils n'arrivent pas à voir la différence entre les prononciations, donc c'est logique qu'ils voient pas la différence entre les différents mots. Je pense que ça, c'est un des vrais soucis, même si je pense qu'un indie-phone, il peut prononcer, je dirais, quasi tous les sons s'il fait un effort, à part peut-être de jeux et R qui sont un peu plus difficiles, mais c'est qu'on on s'en fiche en fait. Si c'était des ou, u, ça Oui, nous tu as regarde. raison, parce que j'ai eu cette difficulté pendant longtemps, plusieurs années, entre la prononciation en différence entre, ok, je dois bien faire attention, point et poids. Et c'est pas la même chose, mais c'est tellement difficile pour moi de distinguer. Et je me confonds souvent. Et heureusement que les Français sont gentils, mais ça reste une difficulté. Alors, je peux tout à fait- Moi, pour rebondir là-dessus, ça va faire 15 ans que je suis en Inde. Je peux pas encore distinguer les 4 types de thé. Quand mon mari ou mes enfants me disent c'est ce thé-là, il faut que je leur demande de me le montrer, de me montrer la graphie pour, s'ils me le disent juste comme ça à l'oral, et en plus, eux, ils sont pas comme nos professeurs à l'INALCO, ils vont pas exagérer le son. Et j'arrive pas à dire c'est lequel de ces quatre thés, et eux ne comprennent pas que j'arrive pas. Mais la Mais différence, c'est qu'on est tolérant en Inde, comme beaucoup de gens qui n'ont pas la langue maternelle hindi. Donc, on sait que les gens, ils n'arrivent pas à prononcer correctement. Donc, les gens, ils sont assez tolérants sur des fautes. En français, on n'est pas très tolérant Ouais. quand on dit pas. alors ça aussi, ouais, c'est vraiment intéressant. Bon là, en l'occurrence, ces 4T sont dans le bengali, donc pour eux, ben voilà, ils parlent pas d'une langue étrangère. Et mais c'est vraiment drôle de voir. Enfin, et mes enfants sont là, mais maman, tu n'entends pas? Je suis là, mais non, je suis désolée, j'entends pas. Tu viens de prononcer 2 fois la même chose pour moi. Et comme ils n'ont pas cette approche pédagogique, ils ne mettent pas, enfin voilà, ils vont pas bien me faire comme il faut pour que j'entende bien, oui, c'est dental, aspiré. Et j'arrive pas, hein. On peut avoir des déjeuners qui vont tourner autour de ça. Non, moi, c'est pareil, Et ma fille, elle me corrige tout le temps et je dis, bon, t'as compris, c'est l'essentiel qu'il faut comprendre. Après, on va parler dans le détail de la prononciation exacte qu'il faut, tu vois. ouais, mm, mm. Mais, euh, mais c'est vrai que les Indiens sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des erreurs. Ce qui n'est pas forcément bon quand on souhaite s'améliorer dans la langue, parce qu'en fait, les Indiens ne nous reprennent pas, quoi. Hmm. Oui, mais je Ou pense très pourquoi peu, on est, quoi. une des raisons pourquoi je pense qu'on est plus tolérant, c'est parce qu'on n'a pas la même approche. Parce que comme tu viens d'expliquer maintenant la dentelle, je ne sais pas, on ne s'observe pas peut-être de cette manière. Vous arrivez à vous exprimer et vraiment être spécifique. Comment on prononce un mot et qu'est-ce qui arrive avec la langue, l'inspiration. Et même, c'est pour ça une des raisons pourquoi c'est difficile pour les étrangers d'apprendre les langues indiennes, parce que même dans les livres, c'est pas bien expliqué, même les professeurs ne savent pas bien, en général, hein, je généralise, en général, à transmettre cette connaissance des langues indiennes. Et aussi, la langue en Inde, ça restait plus un moyen de communiquer qu'un moyen, je dirais, plus littéraire, etc. Ça reste une population très limitée qui s'intéresse vraiment je dirais, Oui. la pureté de langue ou la façon dont il peut écrire. Ou la plupart des gens qui n'ont même pas fait l'école, ils parlent comme ils peuvent et puis c'est accepté en fait. Personne ne va Oui, aller corriger.
tout le temps. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a pas cette langue de référence exacte, correcte, à laquelle on va comparer toutes les productions, voilà. Et du coup, déjà, je pense que c'est décomplexant, hein, l'Inde. Pour moi, par exemple, je me suis mise à parler anglais en Inde. Oui, Avant ça, j'osais pas. Mais en Inde, ça passait très bien. oui, non, non, Parce c'est... que justement, les Indiens sont pas, ne jugent pas du tout, quoi. Et voilà. Par contre, Ben, après, ben, le désavantage, c'est qu'on nous reprend jamais, quoi. On nous signale pas nos fautes, on nous dit pas, ah non, là, tu t'es trompé. Mais mais c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi, quoi. Moi, Oui, ça a complètement changé mon rapport à la langue, y compris à la langue française. oui. Ah, Oui, comme tout le monde maintenant dit Afro, et bon, c'est complètement faux, mais c'est toléré partout, dans le cinéma, dans la télé, partout, les gens disent Afro, et puis personne dit que c'est faux, même si c'est mm, grammatiquement c'est faux, mais c'est accepté. mm, Non, et un grand bon, exemple de ce phénomène pour moi, c'est que même si l'Inde n'arrête pas de se vanter de son soft power dans le monde, on n'a pas quelque chose de l'équivalent de l'Alliance française, voilà, pour hindi ou d'autres langues indiennes. Donc, à poursuivre, je vous propose d'avancer. Ouais, je crois que François, il voulait dire quelque chose. Ah, pardon. ben, écoute, moi, ce que je voulais dire, ça a été dit en fait, hein. C'est exactement ce que disait Clémentine et ce que vous disiez, enfin, chez Lander aussi, c'est le fait qu'en effet, là, on n'est pas corrigé, hein. Les Indiens ne corrigent pas et d'une certaine manière, ça aide, hein. Oui, On est encouragé parfois dans nos erreurs aussi à les répéter. Et donc, ça a du pour et du contre. Par contre, il y a quand même une chose qu'on n'a pas mentionnée qui est peut-être pas. C'est quand même la difficulté pour un Européen de pouvoir s'exprimer dans une langue indienne quand il la parle mal. Là, c'est peut-être le côté prescriptif qui revient chez les Indiens, qui n'est pas appliqué à leur propre langue, mais pour l'anglais, on va essayer de parler anglais avec un Européen, même s'il n'a absolument il se fait appeler anglaise alors qu'il proteste vivement qu'il n'est pas anglaise. Et ça, c'était une difficulté quand même pour ceux qui veulent, comme moi, qui voulaient parler le hindi, mais parler votre langue. Et Oui, on répondait souvent en anglais, même si on le parlait moins bien. c'est Ah vrai. ben, des fois, moi, je sais que j'ai offensé des gens en parlant hindi. Tout à fait, J'ai eu des réponses comme ça. Non, mais je comprends l'anglais, hein. Et je là, oui. tout à fait. Voilà. et ça c'est ce que j'ai Et écrit. moi, ça me demandait un effort supplémentaire de parler en anglais. En plus, ça m'intéressait pas. Mais ouais, Non, c'est pour ça que la plupart des Indiens sont vraiment quand, euh, quand les Français qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais ou d'autres Italiens ou l'espagnol, pour eux, c'est mais vous êtes blanc et c'est votre langue, quoi. Ça vient de vous. Voilà. Voilà. Et dans la méthode de la dernière leçon, en fait, ce que j'ai écrit, que même si les gens ils me répondent en anglais, je continue à parler en hindi, je continue à Voilà. répondre en hindi pour pousser les gens qu'ils finissent par accepter qu'ils vont pas me parler en anglais. Une autre spécificité que j'ai trouvée en français, c'était sa sophistication. Oui. Est-ce que j'ai fait une erreur? il Pas manque un si. fi. Il manque, voilà. Désolé. Donc, par exemple, je trouve ça amusant quand, assez courant, on dit en France, plan de sauvetage d'emploi, pour dire vraiment le contraire, c'est le licenciement. Mais là, on le présente comme si on va sauver les emplois. Donc voilà, il y a ça. Et souvent, ça m'a frappé parce que ça vous est déjà arrivé, je suis quasi sûr, si vous êtes en Inde, on est dans un train et on nous demande alors combien de personnes sont dans votre famille, est-ce que vous êtes marié ou pas, c'est quoi votre salaire? Donc c'est très direct, il y a sans scrupule. Par contre, en France, j'ai trouvé que là aussi c'est un peu pareil, mais il y a une méthode. On te dit, sans vouloir vous déranger, est-ce que je peux faire ça? Sans vouloir vous choquer, sans vouloir, je ne sais pas, il y a plein de sans vouloir, et on fait exactement la même chose, Mhm. mais on a une méthode qui est, voilà, qui est en place, et je trouvais ça rigolo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, oui, mais ça, c'est toujours, on s'en rend pas compte quand c'est notre langue, mais il y a des tournures
qui fonctionne pas, c'est que moi, j'utilise beaucoup en hindi à la place de l'impératif. Je vais utiliser Acha kyatum namakla sakteho. Et mon mari, à chaque fois, me reprend parce que ça l'énerve. Parce qu'il dit, ben oui, évidemment que je peux. Pourquoi tu dis pas juste namaklao, quoi? Et je pense que ça vient du français parce qu'on dit toujours est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, parce que c'est beaucoup plus poli que l'impératif. Mhm. Sauf que je pense qu'en hindi, en fait, c'est pas du tout une tournure de politesse, quoi. Enfin, il me semble pas, mais je sais que par exemple, voilà, moi, mon mari, ça l'énerve parce qu'il dit ben non, évidemment que je peux me lever, je peux la porter, sois direct, quoi. Enfin, Tout ne à fait. passe pas par cette formule de tournure interrogative, verbe modal. Et ça peut créer beaucoup de malentendus. Et par exemple, l'exemple personnel, c'est que avec l'influence du français, même en marathi, j'ai commencé à parler avec ma maman. Est-ce que tu pourras m'apporter ça? Est-ce que tu pourras le poser là? Ah, Mais tu fais. oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et dans le sens, ma copine, elle est énervée quand ma maman lui dit, mais passe-moi le verre. Mais là, ça va. Mais attends, je suis pas quelqu'un qui a le service. Donc voilà, il y a des connotations culturelles qui sont là. Oui. Moi, ça m'arrive en anglais parfois utiliser cette tournure-là et ça fait bizarre. Mm, mm. Ok, avançons. Ensuite, on a aussi les mots bizarres, que moi j'ai trouvé bizarre. Le mot hôtel en France, je pense que c'est un peu abusé. Il est partout. Il est à hôtel de ville, il est à hôtel des impôts, il est à hôtel de Matignon. Et peut-être il y a d'autres hôtels que j'ai pas remarqué. Le mot enceinte, c'est les speakers en anglais, mais une femme est enceinte, je ne Ah vois pas le ouais. lien. Donc, et apparemment, enceinte veut dire également fortification. Hmm. Delivery, voilà, c'est pour une dame qui est enceinte, je voulais dire. Et ça me choque beaucoup le mot viol en français, qu'on utilise aussi pour dire qu'on a violé la loi. En anglais, c'est très rare qu'on dit the law is raped. Hey. Nous, on ne dit pas. Oui. Voilà. Peut-être que en français, le premier sens de viol, c'est pas justement celui qui est présent dans le français d'aujourd'hui, mais c'est la violence, hein, je pense, hein, je me rappelle bien, j'ai un peu étudié mon ancien français. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que viol, c'est comme si on disait, voilà, on a fait violence à cette femme. C'est une sorte d'euphémisme, Il y a je viol pense. dans violence, peut-être oui. Oui, oui, c'est pas vraiment un terme spécialisé pour ça à l'origine, mais maintenant, voilà, c'est vrai que ça peut faire bizarre à des. Tu vois, si tu veux satisfaire une personne qui apprend la langue, faut bien avoir une profondeur de connaissance de la langue, je pense, enfin, c'est ma vision à moi, qui, Ouais. je ne sais pas si tu es satisfait par cette réponse, mais Non? quand on apprend une langue, je pense que pour bien assimiler la chose, si toi tu as des espèces d'opposition comme ça qui t'embêtent, j'ai l'impression. Oui. Et faut trouver une réponse, une justification Tout à fait. comme ça. Tu as raison, mais je pense que si on a appris l'anglais d'abord, on ne peut pas s'empêcher Oui, à oui, tout à séparer fait, le c'est français humain, bien avec sûr. ça et voir cette contradiction, qui n'est pas mauvaise, hein, mais ça nous révèle sur la spécificité culturelle de chaque langue. Voilà. Comme enceinte, si tu veux. Enceinte, ça veut dire que la ceinture, tu vois, la ceinture, c'est autour de toi, comme ça, tu es enceinte, ça veut dire que Ah, ok. tu penses au mot ceinture, tu vois, c'est autour de la taille, comme ça, la femme est enceinte parce que son ventre a gonflé. Donc, la fortification aussi, c'est une enceinte qui est autour de la ville, qui fait comme ceinture autour de la ville. D'accord. Voilà, faut, faut avoir ces explications enfin, pour les gens curieux comme toi, en tout cas, pour les niveaux avancés, c'est sûr, hein, de français, Merci. Et d'apprentissage le du mot français. hôtel, est-ce que vous avez, pourquoi il est partout, ce mot? Bah, tu penses au host en anglais, tu sais, c'est quelqu'un qui héberge quelqu'un d'autre, hein. C'était hostel en ancien français. Mhm. C'est l'endroit où sont hébergés les impôts, la ville, je sais pas, l'administration de la ville. D'accord. Et sur le même, il y a al, les al par exemple, et puis ol, une petite ol. C'est le mot anglais qui est utilisé aussi en français et je trouvais très marrant que ol et puis al, parce que le mot existe, mais il l'utilise pas dans le même sens. Ouais, C'est vrai. Ok, si on avance un petit peu, j'ai quelques mots que j'ai remarqués, c'est les mots de hindi en français.
Sans doute il y en a d'autres, hein, mais moi j'ai noté typhoon en français peut-être, c'est Typhon. Toufan. Il y a chemise qui est devenue kamisa en arabe et kamise en hindi. Il y a bien sûr pajama, il y a mantra. Est-ce que vous avez d'autres mots ou si vous avez des commentaires sur ces mots? Mais chemise, Jungle, Bangla. chemise, ça existe aussi en hindi. En tant que chemise, c'était un sous-vêtement que les filles Ouais, portaient en dessous de leur kurta. Il s'appelait chemise. ça existe Ah, toujours. ok. Mm. Ça existe toujours en hindi, le mot Ouais, chemise, mais c'est ouais. pas la chemise comme en français, mais c'est un Mm. sous-vêtement que les filles elles portent, en fait. Clémentine, vous voulez dire quelque chose? Oui, je disais, ben, dans les autres mots qui sont passés dans le français, il y a jungle et Oui, bungalow, C'est vrai. guru. Oui. gourou. Pandit, Mm. Oui, Oustad, je ne sais pas, mais Karma. Non, quand même pas dans le français. oui, ok. Oui, Karma, ça existe. karma, ah, le karma, oui, c'est Mais les retours de là, c'est des karma. mots qui sont identifiés comme indiens, alors que Oui. chemise, alors que pyjama, par exemple, je pense que 99% des Français ignorent que ça vient Ça, c'est vrai. de l'hindi, Shampoing quoi. aussi. Shampoing, ça vient d'aussi hindi. Mm. j'ai oublié, D'accord. j'ai oublié un mot qui m'avait beaucoup frappé. C'est le mot en anglais pineapple. C'est ananas en français et en marathi, c'est ananas. En hindi aussi. Dans plein de langues, c'est ananas. Voilà, donc on n'a pas ce lien avec l'anglais là. Mais je crois que ça vient ailleurs parce que l'ananas, c'était pas un fruit indien au départ. Je sais pas si c'est venu Je, de... je pense que ça vient de l'Amérique centrale ou du Sud. Oui, oui. Oui. Et que je ne sais pas comment les Indiens ont pris le mot que les Anglais n'ont pas pris, c'est bizarre. Mais Oui, après c'est une petite digression peut-être, mais il y a aussi ce mot batata, pomme de terre en marathi, qui est exactement le même mot en portugais, parce que ça vient de portugais. ah ben, vous avez des rapports historiques avec le Portugal. Oui, Exact, il y a, oui. il y a pas mal de mots de portugais, surtout dans le Western Ghats, dans cette zone-là. Alors, j'ai lu récemment que le mot camise, donc, on pense que ça viendrait. Moi, je pensais que ça venait de l'arabe camis, hein, mais apparemment, ça viendrait du portugais camisa, je pense, hein, ou camisa, je ne sais pas comment ils prononcent en portugais. Ouais. Camisa. Et oui, oui, il y a des. Bon, c'est comme des mots internationaux, un peu, ces mots. Oui. Ensuite, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Il y a des mots d'anglais qui sont prononcés vraiment d'une manière très, très rigolote par les Français. Il y a ce mot idea. C'est très rare qu'un Français prononce ce mot idea et pas ID. I have an ID. Il ne me dit I pas have la an même idea. chose. Exact. ID en anglais, c'est une pièce d'identité. Et là, c'est vraiment rigolo. Ouais, Max. J'ai travaillé un petit peu en Norvège et sur le réseau ferroviaire là-bas. Et dans mon équipe, il y avait un nouveau manager qui était français. Donc, il nous a envoyé un email en disant je lui ai dit que je suis très content de rejoindre cette équipe. Donc, il a dit, au lieu de dire I'm very excited to work with you, I'm very exciting. Et cela veut dire je suis excitant de travailler avec vous. Donc voilà, ça n'a pas du tout le même sens. Et il y a un autre mot qu'il disait, parfois il disait que pour dire que je suis sous l'eau, bah, il disait en anglais I'm underwater, I'm underwater. Mais je comprends, je ne suis pas sûr que les autres comprennent pourquoi tu es underwater. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, rigolotes. Mm, mm, mm. Ok, si vous avez d'autres anecdotes à partager, je vous invite, sinon on avance. Non? Oui, à idea, moi, je pense toujours à une amie franco-américaine qui est la première à m'avoir reprise et qui s'est vraiment battue avec moi pour que je prononce correctement. Et des fois, ça m'échappe, un petit ID par là m'échappe encore de temps en temps. Mais oui, c'est un vrai Bah, challenge pour les Français, ce mot. de la part des Indiens, on remercie cet ami à toi et, et peut-être des Anglais aussi. Euh, oui, maintenant, c'est la dernière partie de cet entretien qui est de franglais, qui m'avait beaucoup surpris et aussi choqué.
Euh, mais c'est une longue liste. J'étais un petit peu en retard pour cet entretien, pour préparer. Donc, j'ai pas pu mettre toute la liste, mais elle est inexhaustible. Elle est très longue. Déjà, je suis quelqu'un qui n'est pas très content quand je vois qu'on abuse vraiment l'anglais en Inde, vraiment au prix que les langues indiennes sont écartées parfois. On n'arrive même pas à dire ये कितना आसान है, on dit ये कितना easy है quand il n'a pas besoin de dire easy. Et c'est en marathi, c'est en bengali, c'est en hindi. Euh, Moi, je pensais, et je pense que je pense toujours, qu'en français, c'est moi. Cette dominance de l'anglais est moi, mais quand même, il y en a. Et en plus, ce qui m'a choqué, c'est que moi, j'étais un petit peu curieux, alors j'ai voulu lire les livres d'histoire et géographie en France, comment ça s'est enseigné. Donc, j'ai lu je sais pas, de CP jusqu'à baccalauréat. Et j'étais tellement étonné de voir la présence de l'Amérique dans les livres. L'Amérique est partout, de ses États, de sa culture, de son économie, de sa dominance. Même en France, c'est plus souvent qu'on on peut entendre les chansons en anglais, les films de Hollywood, et c'est vraiment une dominance, sans vouloir être complotiste. Je pense que c'est quand même, c'est travaillé, c'est bien travaillé cet angle de promouvoir que la culture anglaise, euh, américaine peut-être, en France. Donc voilà, je vous lis la première page. C'est le mot bien sûr weekend, parking, au feeling. Les Français qui disent au feeling, on le fait au nez, avec l'intuition, au pif. Il a fait son coming out, donc sorti du placard. On va faire un petit debriefing, je ne sais pas comment on prononce en français, mais c'est Des briefings. Ouais, débriefing. ouais. C'est vraiment borderline, c'est limite. Et c'est business as usual. C'est comme si de rien n'était. Et c'est un vêtement casual, décontracté ou désinvolture. Il faut faire le coaching. Il y a la babysitter, il y a le pet sitter, c'est un rooftop. C'est too much, c'est touchy. Et c'est pas la même vibe. Voilà, je peux avancer. Ah, Sinon, je oui. pense qu'il y en a qui ont fait leur entrée dans le français un peu plus récemment. Parce que je me rappelle pas les avoir entendus autant Quel nom? avant. Par exemple, Business as usual, Euh, Rooftop, je pense que Vibe. tu as passé beaucoup de temps loin de la France. Déjà une chose. Voilà, c'est ça. Là, je Ben, commence à sentir les années. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi moi, je suis en contact parfois avec les Français qui sont en Inde et qui utilisent les mots de anglais avec une profusion, avec la simplicité Ouais, ouais, ouais. qui est un peu à part. Donc, je fais peut-être ce mélange. non, je pense que ce sont des mots assez courants en français, mais moi aussi, je me fais vieux, je pense, hein. Mais j'ai vu nombre de mots, la plupart que tu mets là me paraissent assez anciens quand même, pas forcément trop. Oui, Je pense quand même, pas tous, hein, je suis d'accord avec Clémentine, mais je pense qu'il y a certains mots qui m'ont choqué, moi. Il y a des choses qui me choquent, des expressions que j'ai découvertes comme ça en ayant passé de longues années dans le sous-continent. Par exemple, je reviens vers vous. Pour moi, ça se disait pas. Enfin, je connaissais pas ça avant. Peut-être que j'ignorais la chose, mais le fait que c'est des anglicismes, je pense, hein. I'll get back on est to you. d'accord, non? Ça, get back to you, c'est Voilà. je reviens vers vous. Et ça, c'est devenu courant. Et bon, bah, c'est tant mieux pour vous, hein, les Indiens qui apprennent le français. Ça facilitera un peu les choses. Il y a un autre mot comme ça, tu as raison, ça vient de l'anglais, je pense. C'est I keep you in the loop. Je vais te boucler, je vais te mettre dans la boucle. Ouais, ouais, oui, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Ouais, je suis d'accord. Après, Ensuite, il y a il y des a choses générationnelles aussi. Je pense que les jeunes, ils font de plus en plus d'anglicisme.
Du coup, je sais que parfois, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'avais utilisé et ma fille, elle m'a dit, mais tu peux pas utiliser ça, c'est pour les ados, tu peux pas utiliser ces mots-là dans ta langage. Donc, il y a des expressions anglaises qui sont maintenant très courantes chez les jeunes et donc ça continue en fait, le processus. Mm, mm. Ensuite, il y a le mot catch-up. On va faire un catch-up. Il y a open field. J'étais étonné. C'est dans le monde diplomatique que j'ai lu. Donc ça, c'est le paysage agricole composé d'immenses champs sans clôture. Ils sont drivés. They're driven by deadlines. Ils sont drivés par les jalons. On va faire un brainstorming. Ce sont les soft skills. Même moi, j'ai utilisé soft power tout à l'heure. Voilà, Hmm. Ah oui, ça c'est Hidalgo. Il y a Anne Hidalgo, récemment, elle a dit à la télé, mais ça va avec le geobashing. Ensuite, il y a le mot background. Euh, il y a quelqu'un qui a dit Macron est un lame duck, sitting duck, car il ne peut pas se représenter en 2027, pardon. Il y a le mot challenge, briefing, et on va manger un snack. Si ça vous inspire quelque chose, sinon je... Juste une petite remarque, j'aime bien le côté geo, je ne sais pas si tu disais geo bashing, mais c'est quand même, si c'était en anglais, ça serait J-O, non? Enfin, Ah oui, c'est vrai, pardon. J-O. Ouais. Oui, il y a un autre exemple, peut-être qu'il est dans la liste, mais c'était Marine Le Pen qui disait, mais c'est Mélenchon himself qui a dit ça. Himself, elle vous Ah, écoute, ouais. himself. Ça fait rigoler. Non, je pense que ça change rapidement et comme disait Shellander, la jeune génération est complètement... D'ailleurs, dans le marché du travail, maintenant, on attend, on a, enfin, l'anglophonie, c'est une chose qui est comment dire, c'est un fait accompli. On attend des jeunes qu'ils sachent parler l'anglais. C'est une compétence minimale, j'ai envie de dire, maintenant, en France. Quand on Marine Le attend, Pen, elle parle pas du tout anglais parce que je me souviens, l'entretien avec CNN, elle faisait la tête comme si elle captait pas grand-chose en fait. qui ça? Marine Le Pen, récemment, Ah, oui, oui. CNN, ils ont fait un entretien et la dame posait des questions en anglais. Ah, évidemment, il y avait un traducteur, mais la tête de Marine Le Pen, c'était très rigolo parce qu'elle faisait tête comme si elle comprenait pas grand-chose Ah, oui, sans doute. La vieille génération aussi, Marine Le Pen. Ah, ouais. Ok. Ensuite, donc c'est un no man's land. On va manger un cake. Happy hour, partout en France. C'est un must, comme on dit à la française. Paris is the place to be. Rush. Les jobs d'étudiants. Challenge, j'ai déjà dit, pardon. C'est une répétition. Les produits pas trop clean. Ils étaient des bad guys. Hmm. Oh my God. C'est un must. Et ça, on a déjà vu. Et c'est un standing ovation. Un spectacle de stand-up. Ouais. Il y avait un exemple marrant avec ce film, je me rappelle même plus tellement c'était drôle. En anglais, tu sais, c'était Very Bad Trip en français. Et je ne sais pas ce que c'était, je me rappelle plus, c'était complètement autre chose en anglais. Et il y avait cette espèce de Very Bad Trip. Ok. Euh, c'est un place to be, j'ai déjà dit. On est des best friends. On va faire ça à SAP. Yoga est très body friendly. J'ai des followers sur Twitter. Je suis followé. Click and collect. Happy ever, à nouveau, pardon. On va aller pour le brunch. Et moi, j'ai pris quelques cours d'intention. Et mon moniteur disait, ça, c'est un pull boy. J'ai mis du temps pour comprendre voilà, c'était quoi. Mais je n'attendais pas ce mot de lui. Et puis souvent, on dit qu'on va faire le footing, le mot qui n'existe peut-être pas en anglais. Ouais. Non-stop, c'est un establishment. Mood et une interview. Interview. On ne dit pas un entretien, on dit interview. Si vous avez des commentaires, sinon, ah, j'ai touché la fin, même si la liste est. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais j'ai une dernière question à vous poser. C'est vraiment sur la question est-ce que c'est d'être raisonnable ou correct de exiger
qu'une langue ne soit pas très dominée par une autre langue. Parce que voilà, quelqu'un peut dire que voilà, c'est une tendance naturelle, vivante. Donc il faut laisser comme voilà, ce phénomène, un phénomène à se manifester. D'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes avec ma soeur qui exige d'utiliser, parler, même avec ma maman, avec parfois en anglais, mais souvent avec un marathi. On se peine pour trouver où sont les mots de marathi parce qu'il y a tellement d'anglais. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'exige à répondre comme Shailen a dit, de répondre en marathi. Et elle me répond en anglais. Et ça ne tient pas pendant longtemps parce que, et du coup, le bémol, c'est qu'on en parle moins en moins. Et c'est vraiment très, très difficile. Je Euh, peux, oui. ouais. J'ai très envie de répondre à cette question. Pardon, j'aimerais partir d'un cas très, très pratique. Bah, justement, tu te rappelles donc cette dame qui travaillait chez moi, originaire d'Uttar Pradesh, probablement mariée à 12 ou 13 ans, mais qui avait quand même été à l'école en classe 8 et qui pouvait lire donc le hindi, mais pas l'anglais. Et elle avait un portable. Et donc, son portable était en hindi, sauf qu'elle ne pouvait pas l'utiliser parce qu'elle ne connaissait aucun des mots basiques utilisés pour contact, message, sauvegarder, envoyer. Et j'avoue que moi-même, avec mes 4 ans d'indie à l'INALCO, j'étais perdue aussi, quoi. Il était inutilisable, ce portable. Alors que si ils avaient mis écrit en hindi, save, message, contact, send kero, eh ben, elle aurait pu l'utiliser, quoi. Tout simplement, quoi. Et elle était, enfin, donc au nom de la pureté de la langue, elle se Mm. retrouvait avec un portable qu'elle pouvait pas utiliser. Bien Ouais, sûr. c'est ça. Non, mais, Mais sur la question des mots anglais, Mhm. parfois, les choses qui m'interrogent, pourquoi on change les genres? J'avais donné l'exemple de in all, c'est féminin, mais le all, c'est masculin. Et sauf que ça vient d'anglais, mais c'est quasi similaire comme mot, les mêmes racines. Il y en a un qui reste féminin et l'autre qui devient masculin. Et ça, il y a beaucoup de mots qui viennent d'anglais. Parfois, on trouve qu'en français, on change les genres on- comme on veut, en fait. Mais il y a par rapport à ça, justement, c'est assez marrant parce que les mots anglais qui viennent en ourdou et en hindi sont souvent les mêmes, mais Mm. on attribue un genre différent aux mots. Par exemple, à ma connaissance, en hindi, तुमने वो vidéo देखा? Ça, c'est faux. En ourdou, c'est vidéo dekhi. C'est féminin, une vidéo. Enfin, il y en a d'autres comme ça. Mais Mm. c'est assez curieux, ça. Oui. Alors, nous, à l'INALCO, vous nous aviez appris que c'était souvent féminin quand même, les mots anglais. Oui, souvent c'est les mots féminins, mais après ça dépend. Hein. Est-ce que ça vient pas du fait que je pense que les ourdophones parlent une langue qui est beaucoup plus pas, que- je vais pas, j'ai pas envie d'utiliser le mot correct, mais cohérente. Je veux dire, ils appliquent les mêmes règles, Oui. alors que le hindi est Le- exposé à tellement d'influences, que ce soit par l'influence du Bengale, du Bengali à l'est, ou l'influence, je sais pas, est-ce que les gens fonctionnent différemment en marathi, que Mm. du coup, parce que moi je trouve que c'est très dur maintenant d'avoir accès à une langue hindi qui soit relativement standard Mm. sans que ce soit dans une langue journalistique ou une langue littéraire. Alors que, par exemple, je trouve bah, la télé pakistanaise, les séries, Mm. on a la même langue, que ce soit un personnage, pardon pour les anglicismes, un personnage populaire de la campagne ou Mm. un personnage urbain lettré, alors que ben, en hindi, on n'a pas du tout cette standardisation, elle a complètement éclaté, quoi, ces Mm. dernières années en tout cas. C'était le cas plus ou moins dans les années, je dirais, 80-90. Maintenant, plus trop, quoi. Et le cinéma aussi, ça joue beaucoup parce que le Bollywood, c'est n'importe qui l'utilise. En fait, l'Indie, ça a beaucoup pollué aussi à cause du cinéma indien qui respecte aucune règle. Et puis, là, je sais pas si tu as vu, la plupart des scénarios sont jamais écrits en Devanagari, ils sont écrits
Ouais. Ouais, Donc, bah oui, les je sais parce que lettres quand romanes, quand j'ai demandé des fois des listes de dialogue, on m'a dit, ben non, ça n'existe pas. oui, s'il Il n'y écrit a pas pas, de liste de dialogue, quoi. non, C'est non. traduit sur on the spot, quoi. Pardon, hein, Oui, moi, oui. Les vidéos, peut-être c'est lié avec le film, comme film c'est féminin, peut-être qu'ils ont, d'abord les vidéos sont arrivées pour les films, donc peut-être qu'ils ont gardé le genre féminin en Inde, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai, on peut pas savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à prendre le contre-pied de l'autre. Mm. Et moi, j'ai l'impression que quand même, je suis pas tout à fait complètement d'accord avec Clémentine sur la standardisation, parce que j'ai quand même l'impression que maintenant, avec les médias, pas seulement les médias sociaux, mais les chaînes privées de télévision en Inde, moi j'ai vu ça aussi, elles sont arrivées en Inde, ils ont été forcés pour faire de l'audience à parler une langue que les gens comprenaient quand même, ce que Doordarshan n'avait pas cette problématique. Et de fait, il y a quand même une standardisation qui se crée maintenant, une nouvelle langue standard qui commence à émerger, qui est celle des médias, qui est sanscritisée certes, mais pas à outrance. Et je trouve que de ce fait, il y a des, comment dire, des impératifs commerciaux derrière ça, mais ça a quand même aidé à créer une langue qui n'est pas standardisée. C'est vrai, hein, on est d'accord. Alors oui, non, vous avez peut-être raison. C'est juste que j'ai jamais trop regardé ces chaînes. Je trouve qu'en effet, les chaînes de la télévision pakistanaise sont beaucoup plus Non, mais c'est vrai. regardables et Mm. que je me suis jamais trop tournée vers Non, The Hindi, etc. Et qu'en effet, je l'ai moins en tête, quoi. mais la remarque elle est pertinente pour l'ourdou parce qu'il y a une standardisation qui est artificielle aussi. C'est-à-dire que ça ne reflète pas les usages linguistiques réels. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui vont à faire être des TV anchors, là, comment est-ce qu'on dit, des présentateurs de télévision, ils ont une formation super stricte pour bien prononcer les mots de manière standard hein, au Pakistan. Et le standard, c'est de la prononciation de Karachi. Mm. D'accord, ouais. Et Parce que, c'est hmm, prononcé, enfin, c'est un peu trop poussé. Le naturel de la langue disparaît aussi avec non, à la télévision pakistanaise. Hein. Alors, bon, d'accord. maintenant, on a les médias sociaux, etc., qui rétablissent un peu la chose, mais c'est vrai. Et je voulais quand même dire par rapport à la question qu'avait posée qu'avait posée Anne Nuband, je pense qu'on est tous ici des défenseurs des langues en général, indiennes notamment. Hein. Et moi, j'avoue que je suis quand même un peu en faveur je dirais pas un purisme dans le sens de rejeter l'autre, mais un purisme dans le sens de préserver sa culture. Par exemple, des choses qui me choquaient. Moi, je voyais mes amis, c'est les premiers temps que j'étais en Inde, et il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, hein, c'était il y a longtemps. C'était avant les années 2000, et je voyais les gens qui disaient Ham dukan close kar rahe hain. Nous fermons le magasin maintenant, là. Ils avaient un magasin, mes amis, les premiers amis que je me suis fait en Inde, et je me disais, mais pourquoi tu utilises close alors qu'il y a un très bon mot, c'est bandakarna, fermé, donc. Et ils devaient utiliser, c'est une question de statut d'utiliser le mot anglais. Maintenant, Mm. c'est plus que ça, hein, c'est pas seulement du statut, c'est que c'est vraiment devenu une habitude. Moi, je suis assez en faveur comme on doit préserver ses mots, son identité, pas de manière extrême, à devenir extrémiste, à purifier, à tout rejeter, mais parfois c'est nécessaire aussi d'avoir Oui. une Oui, certaine attitude puriste, je vais dire. C'est quand même, c'est important de garder sa culture. Quand je vois les jeunes générations qui ne savent plus parler ni l'ourdou, ni le hindi, etc., je m'inquiète pour le futur Oui, culturel de ce François. pays. les livres scolaires d'Hindy, maintenant, il y a des notes bas de page en anglais pour Ah ouais. expliquer des enfants Ouais, mais ce que ça alors, va dire. là, je pense que le gouvernement indien a une énorme responsabilité parce que quand on voit comment sont enseignées les langues indiennes dans les écoles English medium, c'est à Oui, pleurer, hein. oui, Moi, oui. je vois mes deux enfants sont scolarisés donc à l'école, dans des écoles English medium. Ils font du bengali. Ma fille a commencé aussi le hindi cette année. Les livres sont à pleurer, quoi. C'est une langue complètement artificielle. Les mots choisis, ne serait-ce là, il fallait qu'elle réécrive tout l'alphabet hindi avec un mot par lettre et les mots sélectionnés. Mais il y en a, mais moi, je les connaissais pas. Il y avait par exemple pour le mot che, ils avaient sélectionné ce légume, j'ai oublié le nom, qui ressemble à un navet. Déjà, on n'en mange jamais. Enfin, on le trouve Ah, le très jam. rarement sur les. Ouais. Même les mots d'anglais, par exemple, j'ai vu là récemment les lettres Dieu c'est Jag, c'était écrit, tu vois, c'est le mot d'anglais que Ah, j'ai dit. ouais. Bon, Donc, alors là, c'est l'autre extrême, quoi. Mais c'est juste que
c'est pas grâce au hindi qu'ils vont apprendre à l'école qu'ils vont être capables de s'exprimer dans la vie quotidienne en hindi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui m'interpelle énormément parce que euh, l'école et l'apprentissage des langues indiennes qui devraient participer à former des locuteurs indiens plurilingues, mais plurilingues dans plusieurs langues, et que ce soit pas juste d'un côté les langues nord-indiennes ou les langues sud-indiennes, bah, l'école ne le permet pas. Je lisais la thèse d'une doctorante qui avait fait une thèse de didactique du français langue étrangère, qui avait étudié la situation à Madras, et elle disait, bah, par exemple, dans les écoles, il y avait des élèves qui venaient du nord de l'Inde et qui apprenaient le tamoul à l'école, sauf que le tamoul qu'ils apprenaient était uniquement un tamoul littéraire qui n'était pas réutilisable Hmm. dans la vie quotidienne. Oui. Donc, c'est pas du tout ça Désolé. qui va les encourager à C'est le utiliser le statut. tamoul dans leurs échanges, quoi. Je pense que c'est le Oui. statut de langue qui est problématique parce que peut-être Marathi, Bengali, etc., c'est encore un peu plus protégé, mais hindi, ça appartient à personne en fait. Et du coup, si tu parles hindi ou pas, ton statut social, ça changera pas en fait. Donc, t'as pas l'intérêt de parler bien hindi parce que ça a aucune utilité en fait en Inde aujourd'hui. Désolé, je dois vous interrompre parce qu'on touche vraiment maintenant à la fin de cet entretien. Avant de vous demander un mot de la fin, je voudrais juste rebondir sur ce que disait François. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais je pense que quand on est puritain quelque part, on souhaite que la langue soit préservée, on peut aussi être raisonnable dans le sens, par exemple, il y a des mots techniques comme cybercafé ou je sais pas, Wi-Fi, laptop. On va pas forcément exiger qu'on ait un mot en hindi, marathi, bengali. Donc là, on peut comprendre, mais tout à fait, l'exemple que tu as donné, Dukan close kar raha hu, on n'a pas besoin de close. Il y a un mot qui existe qui est simple. Parce que le problème, c'est que pour moi, si on observe les Indiens, et on peut le faire plus facilement quand on est à l'étranger, on peut prendre un petit peu de recul, la plupart des Indiens aujourd'hui ne sont pas capables de parler dans leur langue maternelle pour, je ne sais pas, 2 minutes, 3 minutes, sans avoir utilisé un mot en anglais. Et ça, c'est vraiment dommage, lamentable, parce que je ne sais pas. On peut aussi prendre l'exemple des films indiens. Si on prend les films à partir de l'année 2000, ben là, on voit que c'est un petit peu de n'importe quoi pour toutes les langues indiennes. Bref, avec ça, je vous invite pour un dernier mot de fin, chacun. Qui veut commencer cette fois? Ok, c'est challenge. Je ne veux pas Clémentine. Nous donnons la voix aux femmes Galanterie française. Euh, pour une fois, pour une fois. Non, oui, ben moi, ce que attends, j'essaye que ce soit en sorte que ce soit une conclusion et pas quelque chose qui élargisse le débat. C'est pas très facile parce que on s'arrête juste au moment où il y aurait encore plein de choses à dire. Mais moi, je sais déjà que ce qui m'a fasciné avec l'Inde, c'est que je suis partie d'un pays complètement monolingue. Euh, et maintenant, je vis dans un pays où tout le monde parle minimum 3 langues. Après, évidemment, bah, des fois, ces 3 langues où on n'arrive pas à un niveau de maîtrise forcément très élevé, ça pose énormément de questions. Moi, ça me pose des questions en tant que parent aussi, quoi, d'enfants qui parlent 3 ou 4 langues. Bon, est-ce qu'ils vont en parler une comme il faut? Mais c'est quelque chose qui me fascine. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui a complètement, allez, j'utilise un mot anglais, challengé ma vision des langues. Moi, j'avais un parcours très classique et donc j'étais plutôt puriste. Mon passage à l'INALCO m'avait plutôt aussi amené à avoir une vision très protective, on va dire, des langues vernaculaires. Mais avec les années, j'avoue que cette plasticité du hindi, cette capacité des locuteurs indiens à passer d'une langue à l'autre, mais au sein d'une phrase, moi, ça me fascine et je trouve que c'est une richesse. Voilà, aussi. C'est un danger et c'est pour ça, je pense que le gouvernement indien devrait se saisir de l'enseignement des langues vernaculaires dans les écoles, dès l'histoire du doublage. Mais là aussi, je pense que le cinéma est aussi en train de devenir aussi quelque chose de très intéressant parce qu'on a de plus en plus de films doublés d'une langue à l'autre. Mm. Mais en même temps aussi, faut pas non plus
s'alarmer uniquement. Je trouve que c'est aussi une richesse, une flexibilité mentale intéressante. Merci Clémentine, je vois que le sujet te fascine comme pour nous Oui. tous. Et s'il faut, on pourra se revoir, rediscuter. Maintenant, c'est qui? Est-ce que c'est Shailendra Allez, ou moi, François? je vais enchaîner sur ce que disait. Je suis d'accord avec ça, hein. Franchement, la richesse, la langue doit être avant tout un instrument. C'est-à-dire que moi, en tant que francophone, c'est une chose, quand j'ai appris les langues indiennes, j'ai vu ça aussi, que c'était avant tout un instrument pour les gens, ce n'était pas un obstacle à la communication pour eux. Donc, le fait qu'on prenne, c'est très ancien en Inde, hein, le fait d'emprunter des mots à droite et à gauche. On a beaucoup emprunté au persan, à différentes langues, avant le persan même. Ça n'a jamais posé problème et c'est conforme à l'esprit indien, j'ai envie de dire. Cependant, j'ai l'impression que quand j'ai vu ces systèmes, quand on parle de l'éducation notamment, moi je pense que ce qui est important dans l'éducation, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir avoir son enseignement initial, en tout cas, dans sa langue maternelle. Et ça, je pense que c'est un moyen c'est prouvé, hein. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, que si on fait l'enseignement des premières années jusqu'à peut-être la sixième en langue maternelle, ça, ça permet d'enraciner profondément l'enfant de ne pas être en retard. Moi, j'ai observé aussi dans les écoles américaines où j'étais, où les enfants, même si les parents avaient des tuteurs qui apprenaient qui gardaient les enfants en anglais, des Philippins, etc., des Philippines qui gardaient les enfants qui parlaient très bien anglais, eh bien, on observait que les enfants avaient un an de retard par rapport au niveau de l'anglais, réellement. Il Et y a, que il y a l'on, un texte de Gandhi très célèbre, hein, je crois, là-dessus. je sais pas. Oui, de Gandhi a défendu ça. Je ne sais pas par rapport à ce que je dis, je sais pas. Parce que, enfin, je vais finir mon propos. Les enfants prennent du retard, ça c'est le fait. Et là, si on pouvait ouvrir les autres langues plus tard, je pense que l'anglais est quand même envahissant de manière inutile. Mhm. Je ne pense pas que ça aide vraiment. Et je pense que si l'apprentissage de l'anglais venait plus tard, il est nécessaire, même en France, hein. S'il venait plus tard, quand l'assise de la langue maternelle a été solidement établie, je pense que ça permettrait, ça n'handicaperait même pas du tout l'anglais, en fait. Je pense, enfin, voilà. C'est mon avis. Et le français aussi est menacé de la même manière, d'une certaine manière, hein. Quand on voit Mhm. les jeunes générations et leur pratique de l'anglais, voilà. Mhm. D'autant qu'une chose qui est frappante, c'est que les jeunes générations maintenant, moi je me rappelle quand j'avais leur âge, j'avais un très mauvais accent en anglais. Je parlais anglais à la française complètement, hein. Comme Mhm. on n'avait pas les médias, les médias sociaux, comme on dit, les réseaux sociaux, pardon. Et maintenant, les jeunes générations parlent bien anglais. Enfin, ils regardent des séries, etc., Bah, c'est Netflix. dommage parce que beaucoup d'étrangers trouvent ça séduisant. Alors tu as perdu ça. Voilà, moi je l'ai encore, ça va. Shailendra, merci François. Oui, en fait, ce que dit François, c'était le cas avant. Je me souviens, mes sœurs, quand elles ont fait les études anglais, ça a commencé en sixième année d'école. Donc, ils ont appris les lettres d'anglais en sixième année, donc c'était commencé très tardivement. Mais le problème, après, leur niveau n'a pas trop progressé parce que comme ça commençait tard, ils ont toujours passé par Hindi. Donc, ils traduisaient tout le temps dans la tête. Quand on commence très tôt, l'avantage, c'est que et on parle de manière assez automatique, on n'y pense même pas quand on est en train de traduire, etc. Après, la question en Inde, je pense, c'est pas que limité aux langues, en fait, c'est l'attitude qu'on dit chalta hai, en fait. Donc, n'importe quelle chose, tant que ça marche, on s'en fiche, tu vois. Donc, il y a cette sensibilité ou la curiosité vers les langues qui n'est pas aussi, je dirais que c'est un peu dommage parce que, mais c'est un état d'esprit, c'est une mentalité qui dit que ça chalta hai, du coup, les langues aussi chalta hai. Tant qu'on peut dire quelque chose, peu importe si c'est vrai ou faux. L'avantage de cette approche, qu'on n'a pas peur de parler, même qu'on apprend une langue étrangère, on n'a pas peur de faire des fautes ou parler, commencer à parler. Mais la désavantage, on n'avance pas aussi bien sur le côté la langue, de façon que ce soit correct grammatiquement, que ce soit plus joli. Donc c'est lié question de curiosité et cette sensibilité vers les langues. On n'est pas obligé d'être un linguiste pour ça en fait. Tant qu'on est curieux et qu'on est intéressé, on peut toujours parler correctement. Oui. Merci Shailendra. Et quand j'écoutais François, je pensais à un sujet qu'on n'a pas évoqué et peut-être qu'on pourra le poursuivre la prochaine fois. C'est des écoles semi-English, comme on dit en anglais, qui existent en Inde. Et moi, j'ai eu la chance d'être un élève de ce système.
Donc jusqu'à 10 ans, j'avais tous les sujets en marathi. C'est à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et entre 14 ans et 18 ans, mathématiques et sciences étaient en anglais. Donc, comme disait François, j'ai eu le temps de concrétiser le marathi et l'anglais n'était pas vraiment une entrave ou inutile, on peut dire. Voilà. Donc voilà, avec ça, je pense que c'est à moi de vous remercier pour cette discussion fascinante. C'est un sujet qui restait chez moi depuis un moment, depuis des années, et j'ai un grand plaisir de l'évoquer avec vous ensemble pour ce partage. Et justement, c'est ça qui fait les forums Frontside, où on veut que ce genre d'échanges naissent et grandissent. Donc, à nouveau, merci beaucoup d'être venu et ensuite, je souhaite qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Merci à vous. Merci, merci. Merci. Merci, Anubhav.